Qu'en Occident, l'opposition accède au pouvoir un jour et le quitte un autre, c'est banal, c'est la norme démocratique. Dans le monde arabe, c'est impensable, c'est du jamais vu. Et pourtant. Le 4 février 1998, Hassan II fait appel au chef de l'opposition, le socialiste Abderrahmane Youssouffi, pour diriger le gouvernement. Un an et demi plus tard, le 23 juillet 1999, le roi succombe à une longue maladie. L'après Hassan II, réputé lourd de tous les périls, s'engage dans la sérénité. Le roi est mort, vive le roi. Dès son premier discours du trône, le nouveau monarque Mohamed VI maintient Abderrahmane Youssouffi à la tête du gouvernement en lui rendant un hommage remarqué. L'essentielle continuité monarchique se double ainsi d'une remarquable continuité gouvernementale. Mais qui est ce Premier ministre pas comme les autres, qui a toujours combattu pour la démocratie et estime au soir de sa vie que c'est au cœur de l'État qu'il devrait le mieux la servir? Abderrahmane Youssouffi, c'est pour moi d'abord quelqu'un qui a un passé superbe, anticolonialiste bien sûr, et c'est quelqu'un qui est impur au sens où il n'est pas corrompu. Il représente une tradition très forte au Maroc, celle d'un socialisme qui a eu des martyrs. C'est un homme très, comment dirais-je, très honnête, sincère, franc, très délicat, mais qui a des principes. Et il faut faire avec. Si je veux comparer Abderrahmane Youssouffi aux un homme politique français, et nous avons constamment fait des comparaisons, je dirais que lui, tout de même, c'est à bien Mendès France qu'il fait penser. C'est-à-dire de ces hommes qui n'ont pas apparemment le goût du pouvoir, qui ne se précipitent pas et qui ont même une certaine hésitation devant le pouvoir, un côté Hamlet un petit peu, n'est-ce pas? L'hésitation devant l'action. Suis-je digne de faire ça? Mais une fois qu'ils sont dans l'action et qu'ils ont le pouvoir, alors ils en usent, et ils en usent largement. C'est un homme tenace. C'est vraiment, on croirait qu'on peut l'avoir à l'usure, comme on aurait très facilement une corde en chanvre ou en lin. Et puis on découvre qu'au fond, il y a de l'acier. Est-ce que Abderrahmane Youssouffi est un saint? Je ne saurais répondre. En tout cas, on ne lui connaît pas de péché. Mais comme c'est un homme secret, peut-être que même ses péchés sont secrets. Je suis né à Tanger le 8 mars 1924, en pleine guerre du Rif, dans un quartier des alentours de la ville de Tanger, quartier d'Adem, qui était une petite vallée verdoyante. Et j'en ai gardé un très profond souvenir parce que c'était à la fois le lieu de ma naissance, c'était le lieu de ma première école. Et c'était aussi les moments les plus agréables de l'enfance. Malgré cette enfance agréable, le jeune Abderrahmane ne pouvait ignorer que son pays était dominé par l'étranger. De même savait-il parfaitement que ses compatriotes n'avaient cessé de résister à l'occupation coloniale. N'avait-il pas fallu dans le Rif, à la coalition hispano-française, 1 million d'hommes pour vaincre Abdelkrim, qui, lui, n'avait jamais aligné plus de 20 000 maquisards? Ainsi, le royaume du Maroc, ou plutôt l'empire chérifien, était depuis 1912 sous protectorat, un double protectorat, français au centre, espagnol au nord et dans l'extrême sud. Quant à Tanger, elle bénéficiait d'un statut international. Tanger avait toujours eu un caractère cosmopolite qui, sous le statut de Tanger,
s'était développé. Il y avait une atmosphère de convivialité, il y avait des nations différentes, il y avait des modes de vie différents. Dans mon quartier, par exemple, il y avait des Espagnols qui étaient des bergers, qui avaient des chèvres, qu'ils guidaient dans les ruelles de la ville pour servir du lait chaud, différents étages. C'était une ambiance très, très cosmopolite, très conviviale. Elle connaissait aussi ses dramatisations. La guerre d'Espagne, nous l'avons vécue, nous, à Tanger, comme l'ont vécu les Espagnols. Parce qu'il y avait des bagarres qui se terminaient avec des coups de feu. Il y avait aussi des manifestations, des engagés volontaires pour aller combattre avec les républicains. Moi, j'ai assisté pour la première fois au chant de l'Internationale à Tanger. Mon père, qui est originaire du village d'Arzero du Fas, à 25 km du centre de la ville, avait émigré, c'est-à-dire entré dans la ville, et son premier travail, c'était de travailler au service d'un consul à Gibraltar. C'était, pourrait-on dire, un des premiers travailleurs immigrés. Il a été, mon père aussi, Mokaddam. C'était à l'époque une fonction prestigieuse. Il avait un petit bureau, les gens venaient, il procédait au règlement des litiges bénins et puis il se rendait quotidiennement chez le Mendoub ou chez ses khalifas, le Mendoub étant le délégué de Sa Majesté à Tanger. Mon père était devenu, grâce à son travail, grâce à sa persévérance, un petit bourgeois. Et mon père, je l'avoue pour lui, était polygame. Ma mère, elle est du même village que mon père. C'était une paysanne à 100%. C'était une femme extraordinaire. Vous savez, c'était une femme qui avait peut-être pas une grande instruction, mais c'était une femme très fine, très intelligente et qui sentait les choses. Alors, elle ne connaissait pas un mot de français, moi je ne connaissais pas un mot d'arabe et on se comprenait très très bien. Nous étions très près l'une de l'autre. J'avais un autre oncle aussi très pittoresque, c'était un Souci. Et cet oncle, il s'était marié à une compatriote juive qui était aussi amie de notre famille. Et grâce à elle, nous étions ravitaillés en Paazim pendant la Pâque juive. Les frères, l'aîné Abdeslam était musicien, il était bon vivant. Ceci ne l'empêchait pas d'avoir des idées. Et pendant la Deuxième Guerre mondiale, quand Tanger a été occupé par les troupes franquistes, mon frère était courageux et dans ses réunions publiques, il affirmait ses opinions. Il était sûr que les Alliés allaient triompher. Et il a été enlevé par la police spéciale franquiste. Et depuis, nous n'avons plus aucune nouvelle. J'avais un deuxième frère qui était, lui, qui se destinait à être instituteur. Mais il a travaillé dans l'imprimerie. Mon frère, grâce à sa technicité, grâce à son sérieux, était devenu un élément fondamental dans la marche de cette imprimerie. Ce qui fait que lorsqu'il était en désaccord avec son patron, il faisait la grève tout seul. Et il nous inondait la maison de journaux. C'est à cette occasion que j'ai vécu ma première humiliation. Parce que c'était le début de la guerre d'Espagne. Moi, j'ai obtenu mon certificat d'études en 1936. Alors, mon frère, après son déjeuner, avait laissé la table inondée de journaux et je n'avais pas de chance. Voilà mon père qui descend pour sortir, il voit ces journaux, il me dit « Alors, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a dans ce journal ?» Je prends un journal, je lis le général Franco. Alors je lui dis « Il y a un général français ?» Il me dit « C'est ça ton certificat d'études ?» Ne me traduis rien du tout, lis-moi dans le texte, je comprendrai tout seul. Et je crois que c'est depuis ce jour-là que j'ai été piqué au vif
et que je voulais savoir et comprendre réellement ce qu'il y avait dans les journaux. Devant poursuivre ses études loin de Tanger, Abderrahmane a besoin d'une bourse. Il l'obtient difficilement et gagne le collège de Marrakech. Marrakech est alors le fief du fameux pacha Le Glaoui, qui ne peut rien refuser à ses maîtres français et impose la terreur aux Marocains. Moins criante, plus sournoise à Tanger, l'oppression coloniale règne jusqu'à la caricature à Marrakech. Et c'est ici que germe chez Abderrahmane la conscience politique. Je ne suis pas monté une seule fois dans un autobus de Marrakech sans que je n'ai assisté à une scène d'un racisme de bas étage, par exemple, qui provoquait une répulsion chez les gens qui sont d'une sensibilité un peu aiguë. Et donc, tout cela s'amoncelle et se cristallise petit à petit. Et arrivé à un certain âge, vous êtes prêt à vous engager. C'est ce qui m'est arrivé au collège Moulay Youssef à Rabat. Prise de conscience à Marrakech, engagement politique à Rabat. C'est Mehdi Ben Barka qui remarque Abderrahmane Yousoufi et le fait entrer au parti de l'Istiklal en lui faisant prêter serment, comme il se doit, sur le Coran. Ben Barka est déjà un dirigeant de renom. Grâce à son dynamisme légendaire, à ses talents d'organisateur, le collège Moulay Youssef devient une pépinière du nationalisme. Tracts, articles, études, c'est Mehdi qui approvisionne les cellules du parti en littérature patriotique, laquelle emprunte ensuite des chemins inattendus. Lorsque nous terminions la lecture du bulletin que nous envoyait Mehdi, nous le recopions et, ou bien si nous avions une copie supplémentaire, nous la faisions parvenir au Collège impérial. Et c'est comme cela que nous avons pu tenir informé constamment ce que nous considérions une autre cellule du mouvement national qui se trouvait au Collège impérial. 11 janvier 1944, date cruciale dans l'histoire du nationalisme marocain. 32 ans après le traité du protectorat imposé au royaume, l'Istiklal présente le manifeste de l'indépendance. Réaction brutale des autorités coloniales. Aux arrestations massives répondent partout des manifestations de protestation. Les élèves du collège Moulay Youssef sont en première ligne et Abderrahmane Yousoufi compte très naturellement parmi les meneurs. Les sanctions ne vont pas tarder. Ah oui, ça c'est ma carte. Je vois qu'elle porte l'attestation que j'ai été renvoyé. A quitté le collège le 29 janvier et est rayé de l'ensemble des établissements, je crois. Après, j'ai dû aller dans les villes où j'avais des amis, à Safi d'abord, à Al-Jadida ensuite. Et finalement, je suis allé à Casablanca. Et là, j'ai pu retrouver les dirigeants du parti qui me cherchaient. Et ils m'ont confié une mission. C'était de faire un peu l'alphabétisation aux ouvriers de la grande sucrerie du quartier industriel. Mais c'était un truc, parce qu'on avait la première cellule du parti dans cette usine, voulait avoir un maître d'école qui, sous la couverture de l'alphabétisation, allait pouvoir prendre contact avec les ouvriers du quartier. Et c'est ce que j'ai fait à partir de juillet 1944. J'étais devenu maître d'école, je me suis occupé des ouvriers, puis de leurs enfants, et j'ai constitué des cellules dans différentes usines du quartier industriel, dans les carrières centrales. Et c'est comme cela que le Parti de l'Istiklal a constitué un véritable réseau politique qui, faute d'organisation syndicale, permettait d'encadrer les ouvriers. À l'époque, c'était la guerre, les moyens de transport étaient rares. Moi, j'avais une bicyclette qui n'avait même pas de pneumatique, mais qui avait une espèce de rondelle de caoutchouc sertie
dans un fil de fer, c'était très dur, ça faisait. Et sur les pavés, c'était douloureux. Et c'est comme ça que j'allais de la Médina de Casa jusqu'à l'usine sucrière. Et puis, il faut se rappeler que moi, j'étais tangérois, un peu traditionnaliste. J'avais toujours ma djellaba, mon tarbouche. Et mon djellaba faisait un parachute là, qui m'empêchait d'avancer sur mon vieux vélo. Et un jour, sur la route de Rabat, alors que je peinais comme ça, voilà qu'une jeep pleine de soldats américains passe et me fauche ma calotte. Il s'est posé pour moi un problème. Comment je vais m'habiller? Parce qu'à l'époque, on ne pouvait pas porter une djellaba sans le complément du tarbouche. Alors j'ai dû quitter la djellaba ce jour-là. Et depuis, je m'habille à l'européenne jusqu'à ce que j'ai dû endosser la djellaba pour des raisons protocolaires. Fin des années 40. En ce temps-là, la France est un passage obligé pour les Marocains qui veulent faire des études supérieures. Paris est certes la métropole coloniale, mais aussi la capitale de la lutte anticolonialiste. Pour mieux combattre l'adversaire, futur partenaire, il convient de séduire, de convaincre l'autre France, la France de la Révolution et des droits de l'homme. Youssouphi a 25 ans. Cet enfant de Tanger parle plusieurs langues, mais ne connaît le monde qu'en se frottant aux puissances qui occupent son pays. Jamais il n'avait mis les pieds à l'étranger avant de faire le voyage de Paris. À Paris, Youssouphi s'active au sein de l'antenne de l'Istiklal, qui rassemble la plupart de ceux qui dirigeront le Maroc indépendant. Abderrahim Bouabid, Moulay Ahmed Alaoui, Abdellah Ibrahim, Abdeltif Benjeloun, et j'en passe. Outre l'action parmi les étudiants, l'Istiklal prêche la bonne parole aux émigrés, commerçants et ouvriers. Elle plaide auprès des partis politiques français, toutes tendances confondues, et hante les rédactions parisiennes. C'est à cette époque que se nouent les relations essentielles avec les Robert Barra, Claude Bourdet, Charles-André Julien, Jean Daniel, Jean Lacouture. J'avais été frappé dans cette visite de ce groupe d'étudiants marocains qui m'avait fait grande impression, hein, grande impression. Celui qui parlait le plus, c'était Moulay Ahmed. Il était vraiment l'éloquence même, il en faisait beaucoup, il faisait un peu de théâtre, mais enfin, bon, il fallait présenter la cause. Taïbi Benima, qui était très brillant. Et j'avais été frappé qu'Abderrahmane Youssouphi parlait très peu. Il parlait même, je crois qu'il n'a presque pas dit un mot, mais le regardant et voyant son visage fort, son regard très noir, très dense, je me suis dit, c'est celui qui parle le moins et c'est celui qui est le plus fort. Moi, j'avais l'impression que c'était la vraie conscience politique derrière ce groupe. Les jeunes Marocains de Paris, fringants et convaincants, espèrent même donner à leur action diplomatique un retentissement international lorsque l'ONU se réunit en 1948 au Palais d'Orsay, dans la capitale française. Là, j'étais présent, moi, à l'époque, et c'était une session importante pour nous parce que la situation politique au Maroc s'était aggravée et que nous en étions arrivés à demander l'inscription à l'ordre du jour de l'Assemblée générale de la question marocaine. Et c'était un combat de coulisses dans l'Assemblée générale dirigé par Abderrahmane Azzam, qui était le secrétaire général de la Ligue des États arabes. Et moi, je faisais la liaison avec lui au nom de mon parti. Pour être discrète, l'action de Youssouphi est déterminante. Le gouvernement y met un terme. Assigné à résidence à Poitiers, il est carrément interdit de séjour sur l'ensemble du territoire. Il envisage alors de s'installer à New York pour plaider la cause marocaine auprès de l'ONU. Faute de passeport, il renonce et rentre au pays. Mais curieusement, il ne gagne pas Rabat ou Casablanca, au lieu de la lutte patriotique. Je crois que c'est la première fois que je le dis publiquement, parce que je n'étais pas très d'accord avec la ligne dans laquelle s'engageait notre mouvement. Et je commençais à être un peu réservé à l'égard de la ligne du parti de l'Istiklal. Mais les événements allaient se précipiter. Il y a eu décembre 1952, cette grève générale de solidarité avec les Tunisiens après l'assassinat de
Farhat Hachad, grève générale qui a donné le signal à une répression générale qui a touché le Parti d'Istiklal, les syndicalistes, le Parti communiste. Si j'étais rentré, j'aurais fait partie du lot. La faute mortelle, celle que commet la France le 20 août 1953 en déposant le roi Mohamed V. Son successeur, le fantoche Ben Arafat, ne peut sortir de son palais sans risquer sa vie. Le Maroc s'embrase. Je crois que les autorités coloniales françaises avaient commis une lourde erreur lorsqu'elles ont décidé la destitution de Mohamed V. Ils n'avaient pas averti les Espagnols ni obtenu leur accord. Ce qui fait que le gouvernement de Franco s'est considéré comme vexé, et ça a été pour le Maroc un allié objectif, ou plutôt ça nous a procuré un sanctuaire. D'abord embryonnaire, la résistance armée s'organise et s'amplifie. Le nord du royaume, le Maroc espagnol, devient un sanctuaire précieux pour la résistance. Les combattants algériens y bénéficient du même soutien. Les premières armes en provenance d'Égypte sont destinées indistinctement aux deux mouvements de libération. Le 20 août 1955, deuxième anniversaire de la déposition de Mohamed V, marque simultanément la naissance de l'armée de libération marocaine et l'insurrection générale dans le Constantinois en Algérie. Dans les années 50, la collaboration alors a pris une tournure beaucoup plus fondamentale, en ce sens que les opérations armées ont été combinées entre des hommes comme Ben Bella, Ben Mhidi, Boudiaf, Yousfi et d'autres dirigeants marocains. Automne 1955, accélération formidable de l'histoire. Le 1er octobre, l'ALM, l'armée de libération marocaine, déclenche sa première opération d'envergure dans le Rif. Le 5 et 6 novembre, Mohamed V quitte son exil pour être accueilli au château de la Selle-Saint-Cloud près de Paris. Le 16 novembre, c'est le retour triomphal à Rabat. Comment expliquer cette précipitation étourdissante des événements? Pour les dirigeants français, un choix pour pouvoir contenir ce qui se passait en Algérie. Il fallait que dans le reste du Maghreb, les choses se calment plus. Je crois que c'est un des facteurs. Il y a aussi, il ne faut pas enlever aux Marocains le mérite de l'efficacité de l'action, même économe qu'ils ont menée. Elle a été productive et nous nous félicitons qu'on n'ait pas à regretter aujourd'hui des centaines et des milliers de victimes, ni d'un côté ni de l'autre. Je crois que le Maroc a choisi une voie admirablement intelligente et sage à travers ces jeunes intellectuels. Ils ont vu constamment, sans jamais s'incliner, sans jamais collaborer, n'est-ce pas? Ils n'ont pas collaboré. Il y a eu le passage Sibécaille. Bon, mais je crois que le Maroc n'a pas honte du gouvernement Bécaye et de ce passage-là. Et après, très vite, on a vu surgir Abderrahim Bouabid et très vite des hommes qui étaient les militants national, Istiklal, qui avaient le mot Istiklal à la bouche, qui sont arrivés très vite au pouvoir. Bon, que ce soit passé d'une façon relativement amicale avec la France, bon, après tout, l'indépendance n'est pas forcément la mort du dominateur principal. Si les mains se croisent à un certain moment, bon, il y a quand même pas mal de Marocains qui ont payé de leur vie aussi le passage à l'indépendance. Après tout, l'armée de libération, il y a eu des gens qui sont morts pour l'indépendance, mais le Maroc a gardé l'essentiel de ses élites pour gouverner son pays. Après le retour de leur roi et l'abrogation du protectorat, les Marocains ont le droit d'être fiers et de se réjouir.
Mais rapidement perce le sentiment que leur indépendance est quelque part tronquée. Quelque part. Par exemple, dans le sud, au Sahara, occupé par les Espagnols. Dans l'euphorie de l'indépendance, les signes des futurs déchirements apparaissent. Le jour où Mohamed V est retourné au Maroc, le 16 novembre, je me rappelle bien, moi je me trouvais à Tétouan en train de passer en revue d'autres membres de l'armée de libération qui se préparaient à rentrer, continuer le travail. Parce que nous considérions que le travail ne sera fini que lorsque l'indépendance sera reconnue et lorsque l'intégrité territoriale du Maroc sera reconnue. Donc, le travail de l'armée de libération n'était pas achevé. Le 16 novembre 1955, l'attitude surprenante, étrange de Youssoufy se révèle prémonitoire. Bientôt, entre le palais et le mouvement national au sein de l'Istiklal lui-même, de profondes divergences se font jour. En septembre 1959, l'Istiklal éclate. Ben Barka contre Halal El Fassi, les jeunes Turcs contre les vieux turbans. La scission de l'Istiklal marquera la vie politique marocaine jusqu'à nos jours. Abderrahmane Youssoufy, en ce qui concerne la grande scission du parti de l'Istiklal en 1959, à mon sens, n'avait pas joué un rôle déterminant ni important. Je ne sais pas si au fond de lui-même il était pour cette scission, mais je crois qu'il y avait de la réticence. Il voulait garder quand même un contact avec le groupe des chefs qui se trouvaient là, notamment avec Halal El Fassi. Mais Abderrahim Bouabid aussi était dans ce sens-là. Mais lorsque le moment de vérité était venu, Abderrahim avait dit un mot, et je crois que c'est celui-là que Abderrahmane Youssoufy a adopté, c'était de dire « moi j'irai du côté où il y aurait la classe ouvrière, où il y aurait les travailleurs ». En ces débuts des années 60, le destin du royaume bascule. Divers événements éclatent qui façonneront l'histoire du pays. C'est d'abord la mort brutale de Mohamed V, le père de l'indépendance. Hassan II, qui lui succède, n'a que 32 ans. Les augures à Paris et à Washington lui prédisent un règne tumultueux et surtout très éphémère. 6 mois, pas plus, pronostique la CIA. التي تتحد فيها مشاعرنا ونتجه بقلوبنا نحو الرجل الذي قاد كفاحنا. أعلن لك شعبي العزيز أنني أمسكت معتمدا على الله مقاليد الملك وتربعت على عرش أسلافي المنعمين تلبية للإرادة الإجماعية التي تمثلت في بيعتك لنا وتنفيذا لعهد جلالة ملكنا المرحوم. Autre événement de taille, l'indépendance de l'Algérie, le 5 juillet 1962, dont les répercussions sur la région n'échappent à personne. L'Algérie de Ben Bella étant la Mecque de la Révolution, Hassan II sait qu'il sera jugé désormais sur le terrain de la démocratie. Son opposition réclame une constituante, elle aura une constitution. Une constitution qui ne limite en rien les prérogatives royales et interdit le parti unique. 1963 connaîtra également les premières élections législatives. L'UNFP, le parti de Ben Barka, Bouabid et Youssoufy, obtient, malgré les fraudes, d'excellents résultats. En octobre éclate la guerre des sables entre le royaume chérifien et la République algérienne démocratique et populaire. Au Maroc, la gauche, alliée de Ben Bella, se trouve en porte-à-faux. Mais c'est surtout ce qu'on a appelé le complot de juillet qui va dominer cette période. L'UNFP est accusé de vouloir renverser la monarchie. Au terme d'un procès retentissant, plusieurs condamnations à mort sont prononcées. Youssoufy, qui écope d'une peine avec sursis, est libéré. On s'interrogera longtemps sur la réalité du fameux complot. En attendant, la rue tranche à sa manière. En mars 1965, des émeutes éclatent à Casablanca
et sont réprimés sauvagement. Hassan II prend néanmoins la mesure de l'événement et décrète l'amnistie des leaders de l'opposition. La politique semble reprendre ses droits. Après cette amnistie, il y a eu détente dans l'atmosphère et il y a eu des pourparlers engagés par Sa Majesté pour trouver une issue à la situation politique. Alors nous avons été reçus en délégation présidée par Abdelrahim Bouabid au mois de mai 65. Sa Majesté a annoncé ses intentions de vouloir réformer la Constitution et qu'il souhaiterait qu'il y ait un gouvernement où participerait surtout des jeunes parlementaires qui s'étaient distingués pendant le débat de censure. Et le rendez-vous était remis à octobre, lorsque la révision de la Constitution serait réalisée. En octobre, plus exactement le 29, ce sera l'enlèvement à Paris de Mehdi Ben Barka, qui rendra impossible pour longtemps toute collaboration entre la gauche et le palais. Mais qui a-t-on enlevé au juste à Paris? L'opposant marocain qui venait de conférer avec un émissaire de Hassan II? Ou bien le leader révolutionnaire du tiers-monde, ami de Nasser et de Castro, qui organisait la conférence tricontinentale à la Havane, défiant ainsi les États-Unis à leur porte? Le fond de l'affaire, son déroulement réel, n'a pas été totalement élucidé. Il y avait beaucoup de verrous, il y avait beaucoup de secrets défense. Qui est responsable dans cette affaire? La réponse, nous sommes toujours en train de la chercher. En ai-je parlé à Sa Majesté? Non. Bien que je sois resté dehors, hors du pays, pendant 15 années, lorsque je suis revenu, évidemment, nous célébrons chaque année l'anniversaire de la disparition de Mehdi Ben Barka. Nous continuons notre œuvre de recherche de la vérité. Mais nous n'avons jamais eu de discussion au niveau officiel sur cette affaire. La comparaison entre Abdelrahman Yousfi et Mehdi Ben Barka est très intéressante. Ce sont des hommes naturellement très très proches l'un de l'autre, dans tous les domaines, mais ce sont aussi deux personnages totalement différents. Mehdi Ben Barka était une boule de nerfs, une sorte de locomotive qui n'arrête pas. Même ses yeux vous donnent l'impression de regarder dans 50 directions à la fois. C'est quelqu'un, je lui disais, qu'il produisait 50 idées tous les jours. Il y en avait 49 qui n'étaient pas bonnes, mais il y en avait quand même une qui était excellente. Et c'est pas mal, une idée excellente tous les jours. Abdelrahman Yousfi, c'est au contraire l'asiatique, le personnage solide, qui ne bouge pas trop vite et qui vous donne l'impression toujours de tourner sa langue 7 fois dans sa bouche avant de parler. C'est un asiatique. Il donne une impression de solidité et par conséquent de quelqu'un sur lequel on peut se reposer. Quelqu'un, je crois, sur l'épaule duquel les femmes aimeraient pleurer. Après le procès de l'affaire Ben Barka, Youssouphi décide de ne pas retourner au pays. L'exil durera 15 ans et sera bien rempli. Youssouphi fera entendre la voix de la gauche entre le Caire, Paris ou New York. Il centre ses plaidoyers sur les droits de l'homme, mobilisant ONG et instances internationales. Entre deux réunions de l'Union des avocats arabes, il prépare 2 diplômes de Sciences Po et organise un colloque international sur la République du Rif. Abdelrahman Yousfi a eu le mérite
de saisir très tôt l'importance de la dimension des droits de l'homme dans la lutte pour la démocratie, d'une part, et dans les relations internationales. Très tôt, parce que j'ai connu moi-même d'autres leaders qui n'attachaient pas l'importance, n'est-ce pas, à la question des droits de l'homme pendant très longtemps. J'étais d'abord en contact avec notre immigration, j'étais en contact avec mes compatriotes, je me déplaçais beaucoup. C'est pour cela que je ne me sentais pas beaucoup très exilé. Et puis, je ne dois pas oublier aussi le rôle qu'a joué la vie familiale dans mon équilibre. Je dois beaucoup à ma femme Hélène, qui a été pour moi un appui très fort. Les meilleures années de notre vie, de notre mariage, nous les avons passées en exil, parce que nous étions très près l'un de l'autre. Et moi, je fais partie d'une famille qui est très soudée. Et Abderrahmane, il faisait partie de cette famille. Je suis rentré en octobre 80 et nous avons dû affronter une épreuve nouvelle. C'est les conséquences de 81, à la fois les retombées de la grève générale, la répression qui s'en est suivie et surtout l'arrestation des membres du bureau politique et à leur tête Abderrahim Bouhabid lorsqu'il s'était exprimé sur la procédure à suivre concernant le référendum. Donc c'était un retour mouvementé et j'ai pu prendre ma part de responsabilité dans ce qui allait se dérouler. Au cours de cette décennie, nous avons pu constater avec tristesse que vers la fin, Abderrahim subissait une situation physique éprouvante et c'était pour nous une grande peine. Il nous quittera le 8 janvier 92. Étrange et admirable destin que celui de Abderrahim Bouhabid. Homme d'État, il avait été tenu éloigné des affaires. Mais parce qu'il avait tenu tête à Hassan II sans rompre et sans quitter le pays, il avait maintenu, vivace, l'espoir de la démocratie au Maroc. Mais c'est Youssouphi, l'exilé de Cannes, qui conduira finalement les socialistes au pouvoir. Abderrahim a laissé un testament politique. C'est le mémoire qu'il a signé avec Mohamed Bousta, présenté à Sa Majesté, et dans lequel il réclamait, il demandait, il sollicitait les réformes constitutionnelles et politiques nécessaires pour le redressement de notre pays. Et c'était ces réformes qu'il fallait mettre en œuvre. Et c'était cela la mission exaltante que j'ai trouvée devant moi. Nous avons renforcé l'opposition en lui donnant un cadre, en l'institutionnalisant et en lui donnant une dynamique nouvelle, en créant le bloc démocratique. Du coup, l'opposition allait devenir maîtresse du jeu politique dans le pays et cela concordait avec la volonté de Sa Majesté Hassan II qui visiblement planifiait déjà une option d'alternance. ندعو المواطنات والمواطنين أن يدركوا أن ساعة موعدنا جميعا مع التاريخ قد دقت. Après de laborieuses négociations, l'alternance est sur les rails. Les législatives de septembre 1993 devraient y conduire. La Koutla, le bloc démocratique, obtient près de la moitié des 200 sièges, soit les 2/3 de la Chambre, qui sont élus au suffrage universel. Mais tout capote car l'administration intervient lourdement lorsqu'il s'agit de désigner, au suffrage indirect cette fois, le tiers restant. Nous avons assisté à un retour aux anciennes habitudes en faisant élire tous ceux qui avaient été battus
lors du scrutin direct et ça constituait un retour en arrière assez dramatique et assez préoccupant, ce qui m'a amené en septembre 1993 à prendre cette décision, abandonner le poste de premier secrétaire et même de quitter le pays. C'était une décision politique par excellence qui comportait un message fort adressé à toutes les parties concernées, à mes amis inclusivement, parce que l'orientation que nous voulions suivre et qui paraissait être la voie choisie par Sa Majesté à laquelle nous avions donné notre accord et nous estimions que la situation du pays exigeait ce changement. Et je suis heureux parce que l'opinion marocaine l'a compris. Ils ont dit ce monsieur veut dire qu'il n'y a rien à faire. Et je suis resté tout de même 1 an et demi faisant la grève à Cannes et j'ai constaté qu'il y avait des changements qui commençaient à se dessiner. Le premier grand changement, c'était la grâce amnistiante qui a fait sortir des centaines de prisonniers politiques, qui a permis à tous les exilés de rentrer. C'était déjà un acte politique d'importance qui traduisait manifestement que la page allait être tournée. L'amnistie générale permet à Yousoufi d'organiser le retour de Fki Basri, l'ancien chef de la résistance. Hassan II annonce en outre une révision de la Constitution. Désormais, la première chambre sera entièrement élue au suffrage universel. Les prérogatives du Premier ministre responsable devant le roi, mais aussi devant le Parlement, se trouvent élargies. Lors des législatives, l'USFP, le parti de Yousoufi, arrive en tête. Les conditions de l'alternance sont réunies. Entre Abdelrahman Yousoufi et Hassan II, la rencontre était inéluctable. Elle devait avoir lieu et elle a eu lieu au moment où l'histoire l'a voulu, c'est-à-dire au point de maturation absolue. Tous les deux étaient des hommes de foi, tous les deux. Sauf que leur foi ne s'appliquait pas au même point. Hassan II avait foi en l'État marocain. Abdelrahman Yousoufi, lui, avait la foi en l'homme. On avait un roi qui avait construit un État et un homme politique qui, lui, avait rassemblé des hommes. Il fallait que les hommes de l'un aillent habiter l'État de l'autre. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que quand j'ai été appelé par Sa Majesté pour constituer le gouvernement d'alternance, il m'avait bien dit que vous allez me présenter la liste des ministres que vous allez choisir. Mais il y a 3 départements dont je me réserve de nommer les titulaires. Le ministre des Affaires étrangères, de la Justice et de l'Intérieur. J'ai accepté ce contrat et j'ai travaillé en sorte que la volonté de Sa Majesté soit réalisée. La tâche du Premier ministre est d'autant plus ardue qu'il est loin de contrôler son propre gouvernement. Le maintien de l'inamovible Driss Basri au ministère de l'Intérieur réduit fâcheusement son pouvoir. Serein, zen, Yousoufi ne s'en préoccupe pas outre mesure et se met au travail. D'emblée, grâce au gouvernement d'alternance, le royaume de Hassan II améliore sensiblement son image à l'étranger.
C'était un acte intelligent et positif de la part de Hassan II d'avoir fait l'appel aux leaders de l'opposition. C'était un signe d'ouverture qui a été très apprécié en France, et particulièrement, naturellement, dans les milieux socialistes et au Parti socialiste français, qui depuis longtemps avait des relations étroites avec Youssoufy, notamment au sein de l'Internationale socialiste. Il était l'homme de la situation lorsque Hassan II a imprimé le grand tournant. Et je pense même qu'il était incontournable. On a salué ça avec espoir et qu'on a considéré que c'était un développement extrêmement positif qui allait contribuer à stabiliser le Maroc à un moment où l'Algérie était déstabilisée. Et tous ceux qui pensent Maghreb, je crois, étaient très satisfaits de voir qu'il y avait au moins une partie importante du Maghreb qui semblait avancer vers une stabilité durable et que ceci allait avoir une influence positive de notre côté de la frontière. Mais la sympathie internationale, réelle et spectaculaire, n'est pas tout. Le gouvernement de Youssoufy doit s'attaquer à des problèmes économiques et sociaux d'autant plus dramatiques qu'ils sont restés longtemps en souffrance. Lorsque vous acceptez d'assumer la responsabilité gouvernementale au Maroc, vous vous trouvez tout de suite devant toutes les cohortes de gens qui frappent à la porte et qui ont frappé à la porte de l'histoire pendant 40 ans. Des paysans qui attendent des réformes agraires qui n'ont pas eu lieu, des jeunes qui attendent des systèmes plus efficaces d'intégration dans la société, des femmes dont le statut au sein de la société a été très marginalisé. Je crois qu'il y a un hiatus essentiel, un décalage entre ces attentes qui se sont accumulées et qui s'expriment. Je crois que ce qui est important maintenant, c'est que les Marocains expriment leurs désirs, leurs ambitions, et c'est important. Et bien sûr, peut-être, ils considèrent que le taux de réalisation, si l'on peut dire, par rapport au discours, doit être beaucoup plus important qu'il ne l'est. Naturellement. Si Sa Majesté n'avait pas joué le jeu, l'expérience de l'alternance n'aurait pas prospéré. Nous avons vu, le peuple marocain a bien vu combien il y tenait. Le fameux Conseil des ministres, après un an d'alternance, présidé par Sa Majesté Hassan II, s'est clôturé par une déclaration solennel où il exprimait son contentement, sa satisfaction, et je crois qu'il nous a fait le compliment le plus mémorable, c'est lorsqu'il a dit « Maintenant, je peux dormir tranquille ». Lorsque j'ai eu mon accident de santé, j'ai pu de nouveau mesurer l'affection de Sa Majesté, l'intérêt qu'il portait à l'expérience d'alternance, et j'ai eu aussi le privilège de recevoir sa visite dans ma chambre d'hôpital. Il a eu la gentillesse, non pas de se contenter de me dire des paroles agréables de consolation durant sa visite, mais il a tenu avec moi une véritable séance de travail. J'ai été particulièrement impressionné par son comportement à mon égard. Et j'ai trouvé même injuste que moi qui étais dans un état de santé plus grave ait survécu et que lui nous quitta. La mort transforme la vie en destin, et par la même occasion l'image qu'on se faisait du disparu. En enterrant Hassan II dans l'affliction et la fierté,
Les Marocains enterrent un grand monarque. Le monde rend hommage à un roi d'exception, saluant volontiers sa sagesse et sa lucidité. Oubliez les pages noires d'un long règne auquel on l'avait souvent réduit. On se souviendra désormais de l'homme qui avait prêché la modération dans le Maghreb et œuvrait pour la réconciliation entre Juifs et Arabes. Les Marocains se souviendront surtout de celui qui avait âprement défendu les droits de l'État, sans négliger de jeter les fondements d'un État de droit. Ainsi, le testament de Hassan II, jamais formulé mais compris de tous au Maroc, a été respecté. La transition monarchique s'est déroulée dans une sérénité exemplaire. La mission de Abderrahmane Youssouffi n'est pas achevée pour autant. Son programme de réforme est plus urgent que jamais. Mais il dispose d'un atout essentiel, la confiance sans faille du nouveau monarque. Une fois Sa Majesté Mohamed VI amené à prendre la succession de son regretté père, j'ai pu constater que ce jeune prince avait tout à fait l'étoffe d'un souverain affrontant des situations difficiles. Et ses premières décisions ont été des signaux assez forts. L'une des premières décisions du nouveau roi est le limogeage hautement symbolique de Driss Basri. Le règne de Mohamed VI commence sous les meilleurs augures. Le Maroc est rentré au XXIe siècle avec à sa tête un jeune roi dynamique, en phase avec la majorité de son peuple qui est composé de jeunes et capable de décrypter les messages qui lui sont adressés. Mohamed VI est un démocrate. Et je crois que c'est la plus grande garantie que le peuple marocain pourrait avoir. Il a en plus la fibre sociale. Donc un homme ouvert et prêt à examiner comment résoudre le déficit social dont souffre notre pays. Actuellement, nous vivons effectivement une phase spécifique de la transition du Maroc vers la démocratie qui est, je crois pouvoir le dire, une symbiose entre la poussée du roi Mohamed VI et la maturité politique d'Abderrahmane Youssouffi. Je crois que le roi Mohamed VI est le premier à le reconnaître. Il sert à consolider la période de transition inévitable qui suit la mort d'un roi et l'avènement d'un autre. Si la première, la deuxième année de Mohamed VI maintenant se déroule dans un climat qui est toujours un climat d'état de grâce au Maroc, c'est en grande partie parce que l'alternance a fonctionné. Le roi, le nouveau roi, jeune, sur lequel toutes les espérances s'abattent, avec un Premier ministre qui ne veut pas lutter contre l'âge, bien qu'il a incarné une chance pour le monde arabe en étant le premier chef de l'opposition à gouverner, avec les problèmes immenses, et surtout économiques, que le Maroc connaît. Tout cela, maintenant, après ce qu'on a dit, c'est l'heure de vérité pour tous les deux. Je crois que jamais un Premier ministre au Maroc n'a été aussi vilipendé, aussi critiqué qu'Abderrahmane Youssouffi. C'est pratiquement quotidien, surtout dans la presse dite indépendante qui joue un peu le rôle d'opposition au Maroc, et c'est une raison, je pense, parce qu'il n'y a pratiquement plus d'opposition maintenant, ou en tout cas l'opposition est à reconstruire. On le juge inerte, passif, non communicateur, incapable, bref, trop vieux.
Solution de rechange, il faudrait quelqu'un de plus jeune déjà, à mon sens, qui n'ait pas toutes ces crispations, ce dogmatisme. Deuxièmement, il faudrait quelqu'un qui ait la capacité de trancher. Le problème de Yousfi, c'est qu'il ne tranche pas. C'est quelqu'un qui compose, qui a tellement pris l'habitude de composer, notamment avec le palais, que maintenant, j'ai l'impression qu'il n'est plus capable de dire non. Il n'est plus capable de dire non au palais. Il cherche à tout prix le consensus. Ceux qui disent que la mission d'Abderrahmane Yousfi aurait dû se terminer après la disparition du roi Hassan II, je crois qu'ils n'ont pas bien compris le dessein de Abderrahmane Yousfi. Je crois, moi, que sa tâche, elle est à peine commencée. Alors, il nous faut du temps pour faire le lien entre le passage d'une autocratie au régime d'un jeune roi sincèrement moderne et qui a grand besoin d'une figure du mouvement national, d'un résistant, des qualités que Abderrahmane Yousfi offre et la crédibilité, sa crédibilité dans ce pays, homme intègre. Pratiquement, je pourrais dire que s'il n'avait pas existé, il aurait fallu l'inventer. Et peut-être même qu'on n'aurait pas pu faire cette transition si Abderrahmane Yousfi n'avait pas existé. Je trouve que le bilan du Maroc aujourd'hui, en plus le passage d'un souverain à l'autre, là aussi on disait après Mohamed V, ça sera après Hassan II. Bon, et puis voilà on est né au troisième souverain. Chaque fois, la succession s'est passée de la façon la plus paisible qu'on puisse imaginer. Moi, je trouve le bilan du Maroc aujourd'hui est un bon bilan. Moi, je suis assez fier d'être l'ami du Maroc aujourd'hui. Sérénité, abnégation, force tranquille en phase avec le jeune roi et le pays profond, Abderrahmane Yousoufi poursuit son bonhomme de chemin. Qui rejoint, pour son pays, il en est intimement convaincu, les chemins de la liberté.